La parole est à Monsieur Paul Molac pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois et mes chers collègues. Donc, le dépôt de la présente proposition de loi, quelques mois après l'adoption de celle qui visait à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat, ainsi que la décision d'engager la procédure accélérée, traduisent la volonté de mettre en œuvre rapidement le droit individuel à la formation ouvert à tous les élus locaux, qu'ils perçoivent ou non une indemnité. À la différence du droit de la formation existant, qui tend à soutenir les élus dans l'exercice de leur mandat, le droit individuel à la formation précisé par cette proposition de loi leur permet de suivre les formations pouvant notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à leur réinsertion professionnelle à l'issue du mandat, ce qui arrive régulièrement à l'occasion des élections. Ce droit a été institué, nous l'avons dit, par la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat, qui prévoit que chaque élu local disposera à partir du 1er janvier 2016 d'un droit à 20 heures de formation à ce titre par année de mandat. Ce droit est financé par une cotisation minimale de 1% prélevée sur les indemnités de fonction. Toutefois, plusieurs dispositions n'ont pas été prises en compte, ce à quoi souhaite remédier le texte que nous examinons aujourd'hui. Dans celui-ci, il est ainsi prévu de créer un fonds pour le financement du DIF des élus locaux, d'en confier l'administration à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assumerait la gestion administrative, technique et financière, ainsi que l'instruction des demandes de formation, d'obtenir une information annuelle des comités de finances locales sur la gestion du fonds. Le droit individuel à la formation des élus locaux est un progrès qui contribue à la construction d'un véritable statut de l'élu, que nous attendons toujours d'ailleurs, en contribuant à rassurer les candidats à un mandat électif ou les élus en fin de mandat sur leur retour dans la vie professionnelle classique et en consacrant ce principe qu'agir pour la collectivité ne doit pas pénaliser sur le plan professionnel. Le droit individuel à la formation tend à ouvrir plus largement l'exercice des mandats, à favoriser le renouvellement du personnel politique local et à renforcer la diversité des assemblées. J'ai connu d'ailleurs un certain nombre de personnes qui refusaient finalement de se présenter à des élections car leur travail ne leur permettait pas finalement de pouvoir exercer un mandat et de retrouver ensuite, à la fin de ce mandat, leur travail. Je pense particulièrement aux travailleurs indépendants qui sont, il est vrai, très peu nombreux dans nos différentes assemblées. Je pensais aux artisans, particulièrement. Alors, pas forcément aux avocats, monsieur Bouillonnec, c'est vrai, qui, eux, sont assez nombreux dans notre Assemblée. Avec la fin du cumul des mandats pour les fonctions exécutives, que nous espérons ne pas revoir mis en cause, par exemple, lors d'une alternance, nous sommes à un moment clé de la rénovation de nos pratiques. La question du statut de l'élu ne peut plus être éludée. C'est à une véritable révolution dans les pratiques que nous devons aujourd'hui nous atteler. Pour beaucoup, l'engagement politique constitue un frein aux carrières professionnelles. L'instauration d'un statut de l'élu doit permettre de créer des conditions et un climat plus favorable à l'engagement des citoyens dans la vie politique. Le cadre législatif est aujourd'hui inadapté. Il le sera d'autant plus à l'avenir pour cause de plus grande diversité des titulaires de mandats, ainsi que dans les conciliations des fonctions électives avec une activité professionnelle. Il convient donc de rénover le dispositif normatif en vigueur afin de le rendre compréhensible pour les citoyens et adapté au rôle nouveau des élus en proposant des solutions concrètes. L'objectif de la proposition de loi est donc de rendre effectif la facilitation des passerelles entre les activités d'élus et les autres activités publiques ou privées. Mais au-delà de cette proposition de loi, il s'agit bien de tendre vers l'instauration d'un statut de l'élu local qui assure une protection sociale facilitant l'entrée et la sortie du mandat et qui est le corollaire indispensable du non-cumul des mandats et des fonctions. Cette mesure concerne le DIF, additionnée à celle contenue dans la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat, permettant de lutter contre une certaine professionnalisation de la politique. Bien loin de réclamer davantage d'indemnités, souvent pour ne pas gréver les finances de leur commune, les élus locaux réclament plus de considération et de reconnaissance, ce que tout un chacun peut leur apporter, mais également plus d'informations et plus de formation durant leur mandat, mais aussi pour l'après-mandat, ce que la loi peut leur assurer.
C'est ainsi que nous avions accueilli avec satisfaction, dans la loi du 31 mars 2015, l'ouverture pour les adjoints au maire des communes de plus de 10 000 habitants, et non plus ceux de 20 000 uniquement, du droit à la formation professionnelle et à un bilan de compétences. C'est avec la même satisfaction que nous avions accueilli la validation des acquis de l'expérience pour les élus, l'instauration d'un plancher pour les dépenses de formation, la formation obligatoire pour les nouveaux élus de la première année, et enfin, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, le droit individuel à la formation, étendu par ailleurs aux adjoints. Nous avions d'ailleurs formulé une proposition, qui tient toujours, mais que la volonté d'adopter cette proposition de loi définitive aujourd'hui par un vote conforme avec celui du Sénat nous empêche de proposer par un amendement. Dommage. Dans la veine d'une meilleure réintégration du marché du travail à la fin d'un mandat, il serait en effet bienvenu de transférer au compte personnel de formation prévu par le Code du travail les heures de formation qui n'auraient pas été accomplies durant leur mandat par les élus locaux. Par ailleurs, il convient de ne pas minimiser les difficultés rencontrées par un certain nombre d'élus locaux pour faire financer l'intégralité de leur formation. En particulier, certaines collectivités territoriales rechignent à rembourser aux élus leurs frais de transport et d'hébergement, quand bien même la loi les y oblige. Il faut dire aussi que trop de maires et de majorités refusent encore de prendre en charge les formations des élus d'opposition. De manière générale, nous savons très bien que, compte tenu des contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités territoriales, les crédits de formation sont bien souvent victimes des restrictions alors qu'ils correspondent à un droit. Par ailleurs, une nouvelle disposition qui n'a pas grand-chose à voir a été ajoutée dans un article 3 au cours de la discussion au Sénat. Celui-ci vise à reporter l'entrée en vigueur de la réforme du régime indemnitaire des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et des syndicats mixtes ouverts opérés par la loi NOTRe au terme du délai de 2 ans suivant sa publication. Dans la loi NOTRe avait été voté que les seules personnes indemnisées dans ces syndicats seraient les présidents et vice-présidents lorsque le périmètre de ces syndicats dépassait ceux des nouvelles intercommunalités dont la carte devait être figée au 1er janvier 2017. Pour les autres élus, seul serait possible le remboursement de frais. L'objectif était d'aider à la limitation et à la rationalisation du nombre de ces syndicats. Toutefois, cela a posé problème pour plusieurs élus qui ne percevaient plus d'indemnité dès août 2015 à cause d'un sous-amendement gouvernemental, d'où la volonté de repousser l'entrée en vigueur de la disposition. En effet, les indemnités supprimées semblent indispensables pour maintenir au sein de ces syndicats des personnels compétents et pour pérenniser leur fonctionnement qui nécessite un travail important. Il est donc proposé par l'article 3 de cette proposition de loi de reporter au 1er janvier 2020 l'entrée en vigueur du nouveau régime indemnitaire des présidents et vice-présidents de syndicats de communes et de syndicats mixtes. Cette mesure sera, je le crois, unanimement saluée par les exécutifs des syndicats mixtes qui n'ont pas arrêté depuis 6 mois de tirer la sonnette d'alarme sur les conditions dans lesquelles ils ont été amenés à effectuer un mandat lourd sans compensation. En définitive, nous sommes en présence d'une proposition de loi brève mais utile, car venant préciser les modalités d'application de textes très importants précédemment votés, nous soutiendrons donc ce texte et contribuerons ainsi à faciliter un tant soit peu l'exercice de leur mandat par les élus locaux, ce qui est loin parfois d'être une sinécure. Je vous remercie. Merci, Monsieur Molac. Pour le groupe radical républicain.